Le 3 septembre 2004 à 22h39, dans la ville de Kansas City, dans l'État du Missouri aux États-Unis, la police reçoit un appel anonyme d'un homme souhaitant prévenir de la découverte du corps sans vie d'une femme. Lorsque la police demande à l'homme comment il savait où se situait le corps, celui-ci répond d'une voix calme que c'était lui-même qui l'avait déposé là. À cet instant, la police ne savait pas encore que cet événement allait les mener vers une des histoires les plus sordides que cet État avait connues. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante et vraie du tueur en série, Terry Blair. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Notre histoire débute le 16 septembre 1961 dans la ville de Kansas City, dans l'État du Missouri, aux États-Unis. Ce jour-là voit la naissance de Terry Anthony Blair. Terry Blair est le 4e des 10 enfants de Janice Blair et d'un père inconnu. La famille Blair vivait dans une maison modeste de Prospect Avenue, dans le nord de Kansas City. La mère de Terry Blair, Janice Blair, avait quitté l'école à 14 ans et enchaîné les petits boulots précaires. Bien entendu, ces boulots permettaient à peine de remplir les assiettes de la famille. En plus de cela, Janice Blair avait été diagnostiquée très jeune comme étant atteinte de troubles mentaux. Malgré cela, et selon les dires même de Terry Blair, la petite enfance du petit Terry est tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'aurait jamais subi d'abus physiques ou même psychologiques. Terry était un enfant souriant et plein de vie. En 1967, le petit Terry, alors âgé de 6 ans, intègre la Wendell Phillips Elementary School sur Prospect Avenue pour débuter son parcours scolaire. Son intégration à l'école se passe très bien, tant avec ses camarades qu'au niveau de ses résultats scolaires. Terry est un élève moyen, mais cela est bien suffisant pour lui permettre de passer de classe en classe. En 1968, Janice Blair, la mère de Terry, fait la rencontre d'un homme nommé Elton Gray. Et très vite, ils se mettent en couple. Puis au bout de quelques semaines, celui-ci déménage dans la maison de la famille Blair. Les débuts de la relation amoureuse entre Janice Blair et Elton Gray est idyllique. Les deux vivent le parfait amour et Elton Gray, au fil des mois et des semaines, devient très vite la figure paternelle pour les enfants Blair. Pour Terry, ainsi que pour toute la fratrie, Elton Gray devient véritablement leur beau-père. À ce stade, tout semblait aller pour le mieux pour les Blair. Mais les choses allaient très vite tourner au cauchemar pour les protagonistes de cette histoire. Mais n'allons pas trop vite. En 1975, alors âgé de 14 ans, Terry Blair intègre la Lincoln High School à Kansas City pour débuter ses études secondaires. C'est aussi à cet âge que Terry prend pleinement conscience du fossé social séparant les Afro-Américains des Américains blancs à cette époque. Et la Lincoln High School en était le parfait exemple. En effet, cette école gardait les séquelles de la ségrégation imposée aux populations des États du Midwest américain. La Lincoln High School était une école réservée aux Afro-Américains et n'était pas fréquentée par les élèves issus de la classe favorisée blanche de la ville de Kansas City. La Lincoln High School restera ainsi jusqu'en 1978 et sera finalement renommée Lincoln College Preparatory Academy qu'en 1986. Quoi qu'il en soit, cette prise de conscience de la part de Terry Blair va profondément le secouer et sera une des raisons qui le poussera à quitter le système éducatif quelques années plus tard. À la même période, l'ambiance à la maison se faisait aussi de plus en plus tendue. En effet,
Elton Gray, son beau-père, était rentré dans une spirale négative en décidant de commencer à vendre de la drogue pour ramener un peu d'argent à la maison. Une situation qui le menait à avoir des fréquentations que Janice Blair, la mère de Terry, désapprouvait. Malgré tout, entre 1975 et 1977, la vie continuait tant bien que mal pour la famille Blair. Mais il était évident que cette pauvreté ainsi que les différentes tensions naissantes n'auguraient absolument rien de bon pour le futur. Nous sommes maintenant en 1978. Terry Blair était alors âgé de 17 ans. Jusque-là, rien de notable était arrivé. La famille Blair vivotait dans la pauvreté, mais avançait tant bien que mal. Quelques mois plus tôt, Terry Blair avait décidé de quitter l'école et de commencer à travailler. Selon ses dires, il enchaînait les petits boulots précaires, comme sa mère au même âge. Mais selon les policiers qui étudieront son cas plus tard, il est fort probable que Terry commençait déjà à entrer dans la petite délinquance en commettant vols et autres ventes de produits illicites. Mais jusque-là, rien de grave n'était encore à noter. La famille Blair débute donc l'année 1978 plein d'incertitudes, mais rien ne les préparait à ce que cette année se transforme en une véritable année charnière pour eux. En effet, un événement tragique va déclencher une réaction en chaîne, entraînant tous les membres de cette famille dans une spirale abyssale. Nous sommes donc maintenant le 16 août 1978, et la journée avait commencé de la manière la plus banale possible. Elton Gray, le conjoint de Janice Blair, la mère de Terry, est sorti comme d'habitude faire quelques courses le matin avant de rencontrer quelques clients avec lesquels il faisait des affaires. Puis en début d'après-midi, celui-ci rentre dans la maison familiale. Dès son entrée, et pour une raison inconnue, une dispute violente éclate entre Janice Blair et Elton Gray. Mais cette fois-ci, et contrairement aux fois précédentes, les choses ne se sont pas calmées d'elles-mêmes. En plein milieu de la dispute, le visage de Janice se ferme brutalement. Puis celle-ci, en silence, se retourne et se dirige vers la chambre du couple d'un pas lent. Au bout de quelques secondes, Janice revient dans le salon où se trouvait son conjoint Elton ainsi que le jeune Terry Blair, puis se place face à son conjoint Elton et sans dire un mot, lentement sort de derrière son dos un pistolet, puis vise Elton Gray son conjoint et lui tire une balle en pleine tête. Elton Gray, totalement surpris, n'a pas le temps de bouger et est tué sur le coup. Après avoir tué son conjoint sous les yeux de son fils Terry, Janice Blair, toujours très calme et sans aucune réaction, se dirige vers la porte de la maison et sort. Terry Blair, témoin de la scène, terrifié et choqué, réussit néanmoins à se diriger vers le téléphone de la maison et à appeler la police. La police arrivera immédiatement sur place et constatera le décès de Elton Gray et prendra la déposition du jeune Terry Blair. Puis la police se lance à la recherche de Janice dans le quartier. Au bout de quelques heures, il la retrouve à quelques rues de là, en train d'errer, arme à la main, dans le quartier. Elle sera arrêtée sur le champ et comparaîtra devant le juge 2 mois plus tard. Les diagnostics des psychiatres révélant une maladie mentale, Janice Blair n'ira pas en prison, mais écopera de 5 années de probation et restera libre. Comme vous le devinez, cet événement va totalement chambouler la famille, qui était déjà à la limite de l'implosion. Mais comme je vous le disais plus tôt, ce n'était que le début de la réaction en chaîne. Suite à cet événement, aucun enfant de la famille ne recevra de diagnostic psychiatrique, et cela se ressentira. En quelques semaines, la fratrie Blair se transformera en un gang organisant des vols et des agressions. Les enfants Blair deviennent très vite la terreur de leur quartier. Nous sommes maintenant 6 mois après ce drame, en février 1979. Le grand frère de Terry Blair, Walter Blair, avait décidé de cambrioler un magasin de Kansas City. Durant ce cambriolage, Walter Blair va repérer une jeune femme en train de courir pour sortir du magasin. Sans aucune hésitation, Walter va lever son arme vers la jeune femme et lui tirer dessus. Sandy Shannon, 16 ans, sera tué sur le coup suite à cette fusillade. La police arrêtera quelques minutes plus tard Walter Blair et celui-ci sera emmené en prison durant quelques semaines en attendant son procès. Mais les témoins refusant de témoigner et faute de preuves, les charges contre Walter Blair seront abandonnées. Durant ces quelques semaines de préventive
Et juste avant sa sortie de prison, Walter Blair fait la rencontre de Larry Jackson, un prisonnier en attente de son jugement pour avoir abusé d'une jeune femme nommée Catherine Jo Allen. Larry Jackson se rapproche de Walter Blair avec une idée claire derrière la tête. Sachant que Walter Blair allait sortir libre, celui-ci l'engage moyennant $6 000 dans le but de tuer Catherine Jo Allen avant que celle-ci ne puisse témoigner durant le procès. Walter Blair accepte le contrat et quitte la prison libre le 16 juillet 1979. Le 18 août 1979, à 6 heures du matin, Walter Blair se faufile dans l'appartement de Catherine Jo Allen. Celle-ci dormait dans le salon de son appartement, en compagnie de son petit ami William. Walter Blair surprend le couple et les menace avec son arme. Au bout de quelques secondes, il demande à Catherine Jo Allen de le suivre à l'extérieur de l'appartement. Après quelques minutes, Walter remplit finalement son contrat et tue Catherine Jo Allen de plusieurs balles. Suite à ce meurtre et à une enquête rapide, Walter Blair est finalement arrêté pour le meurtre de Catherine Jo Allen le 22 août 1979. Il sera condamné le 16 octobre 1980 à la peine de mort et sera exécuté le 21 juillet 1993. Mais ce n'est pas fini. Autour maintenant de la sœur aînée de Terry Blair. Le 27 septembre 1980, Warnetta Blair, la sœur de Terry Blair, ainsi que son mari, Moila White III, assassine James Bell. Celui-ci avait été poignardé de 30 coups de couteau. Le mobile de ce meurtre était de soutirer de l'argent de l'assurance vie de James Bell. Mais le stratagème ne marchera pas et le corps sera retrouvé. Warnetta Blair, la sœur de Terry Blair, et son mari, Moila White III, seront arrêtés et envoyés devant le juge. Suite à un accord de plaidoyer, Warnetta témoignera contre son mari Moila et celui-ci sera condamné à 12 ans de prison. Warnetta Blair s'en sortira libre. Quelques années plus tard, en 1989, Warnetta Blair tuera son petit ami et dealer Pablo Gomez et celle-ci sera condamnée à 10 ans de prison. Warnetta Blair sortira libre de prison en 1999. La descente aux enfers de la famille Blair continuera encore et encore dans le futur. Je reviendrai dessus un peu plus tard dans cette histoire. Mais revenons maintenant à Terry Blair. Nous l'avions quitté un peu plus tôt alors qu'il venait d'être témoin du meurtre de son beau-père. Et en quelques mois, il verra donc par la suite son grand frère et sa grande sœur emprisonnés pour meurtre. Selon les psychiatres qui étudieront son cas plus tard, il est évident que ces événements ont eu un impact sur le jeune Terry Blair. La violence était rentrée dans son quotidien et il n'y avait plus pour lui de frontières réelles entre le bien et le mal. Et comme vous l'imaginez, cette perte de repère allait bientôt réveiller ses démons et le pousser dans les méandres de l'horreur. Nous sommes maintenant en 1982. Le 15 mai, la police reçoit un appel en fin de journée. Au bout du fil, la voix d'un homme se fait entendre. Cet homme souhaite avertir la police qu'une femme nommée Angela Monroe, 19 ans, gisait derrière un complexe d'appartements sur Linwood Boulevard, à quelques pas de Prospect Avenue, à Kansas City. Angela Monroe était l'ex-petite amie de Terry Blair et était aussi la mère de ses deux enfants, Terry Blair Jr. et Marcel Johnson. Lors de l'arrivée de la police, les enquêteurs constatent qu'Angela avait été battue à mort à l'aide d'un bâton en bois et avait aussi été étranglée. Les enquêteurs remarquent aussi qu'Angela était enceinte de 7 mois. Lors de leur enquête et du porte-à-porte chez les voisins, des témoins décrivent qu'un homme afro-américain était passé voir Angela plus tôt dans la journée. Au bout de quelques heures, la police réussit à remonter la piste jusqu'à son ex-petite amie, Terry Blair. Le lendemain de la découverte du corps, le 16 mai 1982, Terry Blair est convoqué et interrogé au sujet du meurtre. Au bout de quelques minutes d'interrogatoire, Terry Blair admet avoir attaqué Angela Monroe. Il confie aux enquêteurs qu'il s'était emporté alors qu'il avait appris qu'Angela Monroe se prostituait occasionnellement. La police constate aussi, en comparant les bandes audio, que Terry Blair et l'homme qui avait appelé le 911 étaient la même personne. Il ne faisait aucun doute.
Terry Blair avait attaqué et battu à mort Angela Monroe. Le 16 mai 1982, Terry Blair est donc arrêté et inculpé de meurtre au second degré. Dans la justice américaine, le terme meurtre au second degré correspond à un meurtre sans préméditation, au contraire du meurtre au premier degré. En attendant son procès, Terry Blair est incarcéré à la prison d'État du Missouri. 6 mois plus tard, le 10 novembre 1982, il est reconnu coupable du meurtre d'Angela Monroe et est condamné à 25 ans de prison. Sur sa condamnation de 25 ans de prison, Terry Blair purgera 21 ans et sera libéré sous conditionnel en mai 2002. Durant son incarcération, Terry Blair ne sera pas vraiment un prisonnier modèle. Au contraire, cet enfermement ne sera qu'une raison de plus pour développer sa colère envers la société et envers les femmes. Pour preuve, durant ses 21 années d'incarcération, il recevra pas moins de 67 blâmes et punitions pour infraction aux lois de la prison. Il se rendra par exemple coupable d'agression envers les autres prisonniers et envers les gardiens. Il se rendra aussi coupable de trafic en tout genre dans l'enceinte de la prison. Selon les psychiatres qui étudieront son cas plus tard, cet enfermement ne fera que mettre sous pression sa violence latente. Et lors de sa libération, il serait à ce stade devenu une véritable bombe à retardement. Mais en attendant la libération de Terry Blair en mai 2002, revenons un instant sur la suite de l'histoire criminelle de la famille Blair. Car oui, je vous avais promis la suite. Dans cette histoire familiale agitée, nous étions restés sur l'incarcération du grand frère de Terry, Walter Blair, qui avait été condamné pour meurtre en 1980, et sur l'incarcération de la sœur de Terry Blair, Warnetta, pour meurtre en 1989. Mais un autre membre de la famille va très vite faire son apparition dans l'histoire, et ce nouveau personnage est le demi-frère de Terry Blair, Clifford Miller. En 1992, Clifford Miller va enlever et abuser avec une violence extrême Angela Hunter. Il l'enlève à la sortie d'un bar, puis lui tire une balle dans le bras avant de la frapper et d'abuser d'elle. Angela Hunter mettra près de 5 mois à se remettre de ses blessures. Puis, 11 mois après l'agression qu'elle avait subie, celle-ci recroise son agresseur Clifford Miller dans un bar. Celui-ci la reconnaît et lui fait un clin d'œil avant de se rasseoir à sa place et de continuer à boire son verre. Angela Hunter appellera la police qui viendra sur le champ appréhender Clifford. En 1994, Clifford Miller passe devant le juge et est condamné à la prison à vie. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. Maintenant, intéressons-nous à un des neveux de Terry Blair, William Blair. William Blair est arrêté en 1991 pour une série de 88 vols à main armée, à tout juste 16 ans. Oui, vous avez bien entendu. Lors de ces vols à main armée, celui-ci agressait violemment les otages, en plus de les voler. Au bout de son 88e braquage, William Blair est donc arrêté et envoyé devant le juge. Il sera condamné à 15 ans de prison. Mais attendez, il y en a encore. Cette famille est terrifiante. Intéressons-nous maintenant à un autre neveu de Terry Blair, le fils de sa grande sœur, Warnetta. Ce neveu, nommé Noila White IV, avait l'habitude, une fois par semaine, de rendre visite à son père, nommé Noila White III, pour lui demander de l'argent de poche. Mais un jour de 2001, une dispute éclate entre le père et le fils, et sans aucune hésitation, le fils sort son arme et abat son père d'une balle dans la tête. Après avoir abattu son père, celui-ci vole son argent et quitte les lieux. Noila White IV sera arrêté quelques jours plus tard grâce aux enregistrements vidéo et passera devant le juge en 2001. Il sera condamné à 30 ans de prison pour meurtre au second degré. Charmant, n'est-ce pas? La même année, un autre frère de Terry Blair, Daniel Blair, est condamné à 8 ans de prison pour vente de produits illicites. Comme vous le voyez, on ne s'ennuie pas vraiment dans la famille Blair. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. Je reviendrai sur la suite de l'histoire des Blair un peu plus tard dans cette histoire. Pour le moment, revenons vers Terry Blair, qui s'apprête à sortir de prison en 2002, après avoir purgé une peine de 21 ans de prison pour le meurtre de sang-froid de son ex-petite amie. Nous sommes maintenant en 2003.
Terry Blair, qui venait de passer 21 ans de prison, se retrouve maintenant en totale liberté et plus enragé que jamais contre la société et contre les femmes. Et comme vous vous en doutez, ce cocktail était prêt à exploser à n'importe quel moment. Et ce qui devait arriver allait finir par arriver. Le 30 juin 2003, le corps de Sandra Reed, 45 ans, est retrouvé près d'un immeuble de Park Avenue à Kansas City. Sandra Reed avait la nuque fracturée et présentait des traces d'étranglement. Sandra Reed était connue pour se prostituer à Kansas City. Évidemment, à ce stade, la police n'avait aucun indice à se mettre sous la dent. Et bien évidemment, n'avait encore aucun suspect. Du côté de Terry Blair, il n'était pas encore inquiété. Entre-temps, celui-ci était revenu dans la maison familiale sur Prospect Avenue et continuait sa vie tranquillement. Le retour de Terry Blair chez sa mère n'est pas anodin. À cette époque, la mère de Terry Blair, Janice, louait une dépendance au premier étage de la maison, à un proxénète de Kansas City nommé T. Retenez bien ce détail car elle reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Le 14 juillet 2004, un agent d'entretien trouve le corps sans vie d'une femme à l'extérieur d'un complexe d'appartements sur Prospect Avenue. Le corps de cette jeune femme était allongé derrière un buisson. Quelques jours plus tard, le corps sera identifié comme étant celui d'Anna Ewing, 42 ans. Dans un premier temps, les enquêteurs qui travailleront sur l'affaire concluront que le décès d'Anna Ewing était sûrement dû à une surdose de drogue. Mais après le passage chez le médecin légiste, la cause du décès sera réévaluée en meurtre. Anna Ewing était aussi une prostituée connue de Kansas City. À la suite de la découverte du corps, la police ne fait pas de lien direct avec le décès de Sandra Reed, arrivé quelque temps plus tôt. En tout cas, pas à ce stade. Il est possible que les deux affaires n'aient pas été croisées à ce moment-là. Le 18 août 2004, Terry Blair agresse Alia Howard, une autre prostituée de Kansas City. Mais celle-ci en réchappe vivante, profitant d'un instant d'inattention de l'agresseur. Malheureusement, la jeune femme ne sera pas en mesure d'identifier clairement Terry Blair. Le 2 septembre 2004, un voisin sentant une forte odeur dans un garage à proximité de chez lui appelle la police pour s'en plaindre et partager ses soupçons sur la possibilité de la présence d'un corps dans ce garage. La police se déplace et constate effectivement cette odeur. En ouvrant le garage, la police découvre 2 corps sans vie de femmes posés l'une sur l'autre. Très vite, les 2 femmes sont identifiées grâce à leurs empreintes digitales et palmaires. Il s'agissait de Patricia Wilson Butler, 58 ans, et de Sheila Mackenzie, 38 ans. Les femmes étaient aussi des prostituées de Kansas City, et les 2 femmes avaient été tuées de la même façon, c'est-à-dire frappées violemment et étranglées. Plus tard, le médecin légiste réussit à récupérer des traces d'ADN sur les 2 victimes. Et les traces d'ADN venaient de la même personne. Malheureusement, l'ADN de cette personne n'était pas encore enregistré dans la base de données de la police. Et là encore, la police ne fait pas le lien direct entre ces 2 victimes et les premiers corps découverts quelques jours plus tôt. Et Terry Blair n'est ni inquiété, ni même soupçonné. Un fait est quand même à noter concernant cette découverte des 2 corps. Au même moment, la police de Kansas City était suivie par des caméras de télévision pour le lancement d'une nouvelle émission. L'émission s'appelait 48 heures pour un crime. Et ces caméras ont filmé l'appel et la découverte des 2 corps dans le garage. Retenez aussi ce fait, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans l'histoire. Le 3 septembre 2004, à 22h39 précise, la police de Kansas City reçoit un coup de fil sur sa ligne d'urgence, le 911. Le coup de téléphone venait d'un homme souhaitant prévenir de la découverte d'un corps. L'homme, qui refuse de donner son nom, déclare que le corps sans vie d'une femme était caché dans une maison abandonnée de Prospect Avenue. Lorsque le policier demande à l'homme comment il savait que le corps de la femme se situait à cet endroit, celui-ci répond calmement « Je l'ai mis là ». L'homme au bout du fil est, comme vous vous en doutez, Terry Blair. La police se rend sur place et découvre le corps sans vie d'une femme qui sera identifiée plus tard comme étant Carmen Hunt, 40 ans. Carmen était aussi une prostituée de Kansas City et avait aussi été étranglée et battue.
La police, se doutant que l'homme qui avait appelé le 911 devait certainement être le tueur, essaye de remonter la piste du téléphone. Malheureusement, l'appel avait été fait à partir d'un téléphone portable, ne comportant pas de carte SIM et n'affichant donc aucun numéro. Aux États-Unis, tous les téléphones portables, même ceux ne comportant pas de carte SIM, contiennent une option permettant, quoi qu'il arrive, de pouvoir appeler le 911. Et l'appelant anonyme connaissait cette astuce. À ce stade, la piste du téléphone ne menait à rien. Et là encore, la police n'avait pas de piste sérieuse. Il ne se doutait pas non plus qu'un tueur en série sévissait dans la zone. Le 4 septembre 2004, le 911 reçoit un autre coup de fil à 18h51. Au téléphone, un homme d'une voix calme s'adresse au policier. Il affirme être le même homme ayant appelé la veille et dit cette fois-ci vouloir guider les policiers vers 2 nouveaux corps de femmes. Durant ce coup de fil, l'homme, qui n'est autre que Terry Blair, déclare à la police que les 2 femmes n'étaient que des déchets de la société et une honte pour la ville, car elles étaient des prostituées. La police se rend donc sur l'emplacement indiqué par l'homme au bout du fil et découvre, comme indiqué, 2 nouveaux corps, celui de Darcy Williams, 25 ans, et celui de Claudette Juniel, 31 ans. Les 2 femmes étaient effectivement des prostituées de Kansas City et avaient toutes les 2 été battues et étranglées. Pour la police, il ne faisait plus aucun doute maintenant. Ils avaient affaire à un tueur en série et ses appels en étaient la preuve ultime. Nous sommes maintenant le 5 septembre 2004. La police venait de découvrir une 6e victime, après avoir reçu le coup de fil anonyme de l'homme mystérieux reliant les derniers crimes. Il ne faisait plus aucun doute aux yeux de la police. Ils avaient affaire à un tueur en série sévissant autour de Prospect Avenue à Kansas City. À partir de cet instant, la police va croiser les affaires en cours dans le secteur et réussissent à relier 6 crimes présentant des similarités frappantes au niveau des modus operandi. En effet, toutes les victimes avaient été étranglées et battu. Le 6 septembre 2004, la police va former un groupe de travail dédié à ce tueur en série et plusieurs enquêteurs y seront uniquement dédiés. Pour la police, au vu des coups de fil passés par le tueur, il était évident que celui-ci suivait consciencieusement l'évolution de l'affaire dans les médias. Pour la police, il était urgent de trouver une solution pour gérer les fuites dans les médias et de contrôler leur communication. Malheureusement, le pire scénario va se dérouler pour la police. Le même soir de la création de la Task Force, la chaîne d'infos en continu, Fox 4, révèle dans leur journal télévisé du soir que le tueur des prostituées de Kansas City appelait la police et que les policiers essayaient de remonter jusqu'à lui grâce au téléphone portable utilisé. À partir de cet instant, Terry Blair n'appellera plus la police. À ce stade, et suite à la diffusion de ces informations sur Fox 4, la seule piste qu'ils avaient pour espérer attraper le tueur s'était évaporée. Et l'arrestation du tueur devenait de plus en plus hypothétique. Mais cette situation qui semblait à ce stade sans issue allait très vite trouver une résolution. Terry Blair, qui était un tueur de prostituées, allait très bientôt se faire prendre parce qu'il fréquentait aussi les prostituées, comble de l'ironie. Au lendemain de la diffusion des informations sur l'enquête de la police dans le journal télévisé du soir sur Fox 4, le 5 septembre 2004, une prostituée nommée Sherry Shadbourne contacte la police et leur déclare qu'elle avait reçu un client quelques jours plus tôt nommé Terry, et que ce client lui avait semblé extrêmement bizarre. Il lui avait déclaré qu'il souhaitait tuer toutes les prostituées de Kansas City, une à une, parce qu'elles étaient des déchets de la société et une honte pour la ville. Elle précise aussi que ce Terry lui avait dit qu'il avait tué son ex-petite amie parce qu'elle était une prostituée. Fait étonnant, un épisode de la série 48 heures pour un crime diffusera aussi la déclaration de Sherry Shadbourne à la police. Sherry dira à la police qu'elle savait où logeait ce Terry et leur donnera son adresse.
Pour la police, cette déposition de Sherry Chadbourne les interpelle. Les détails qui font prendre au sérieux sa déposition sont les termes « déchets de la société » ou « honte pour la ville ». Ces termes, utilisés aussi par l'homme anonyme qui avait appelé la police, n'avaient pas fuité dans la presse. Et le fait que Sherry Chadbourne les mentionne donnait une grande crédibilité à ses dires. La police va donc très vite se pencher sur ce Terry et commencer à enquêter sur lui. Il découvre très vite que Terry n'est autre que Terry Blair et qu'il avait effectivement tué sa femme 20 ans plus tôt. La police note aussi des similitudes frappantes entre le meurtre de son ex-petite amie et les meurtres récents. En effet, sa petite amie avait aussi été frappée et étranglée, et Terry avait aussi appelé la police anonymement pour les prévenir de la présence du corps. À ce stade, l'étau se resserre autour de Terry Blair. Il fallait maintenant à la police obtenir des preuves concrètes. Il se concentre donc sur le fameux téléphone portable que l'appelant anonyme avait utilisé. Ils finissent par en récupérer le numéro de série ainsi que le numéro du portable. Mais ils découvrent que celui-ci avait été volé. Cela ne constituait pas une preuve solide. La police arrive néanmoins à trianguler la position du téléphone lors du dernier appel passé à la police. Dans la zone de triangulation se trouvait la maison de la sœur de Terry. Tenez-vous bien, car la police va faire preuve d'une ingéniosité digne de Colombo pour trouver une preuve. Pour déterminer si le téléphone se trouvait effectivement au domicile de la sœur de Terry Blair durant le dernier appel, la police va écouter et réécouter la bande enregistrée. Pour rappel, l'appel avait commencé à 18h51. Les experts du son de la police vont alors repérer un son enregistré par le téléphone à 18h53 précise. Ce son était l'avertisseur sonore d'un train de marchandises. En se concentrant sur le lieu où se trouvait la maison de la sœur de Terry Blair, il remarque que la maison était collée à une voie ferrée et que tous les soirs vers 18h50, un train de marchandises passait sur cette ligne devant la maison de la sœur de Terry Blair. La police avait maintenant une preuve matérielle reliant l'appelant anonyme à Terry Blair. Avouez que c'est assez ingénieux quand même. La police trouvera aussi un autre lien. Il découvre que la mère de Terry Blair hébergeait un proxénète surnommé T dans une dépendance à l'étage de la maison. Après une courte enquête, il découvre que la plupart des victimes prostituées avaient fréquenté cette dépendance. C'est ainsi que Terry repérait ses victimes. Pour la police, ils avaient suffisamment de preuves. L'heure était venue d'appréhender Terry Blair. Le 10 septembre 2004, la photo de Terry Blair fuite dans la presse, et celui-ci, apeuré et acculé, va se cacher dans le garage d'un voisin. Malheureusement pour lui, le voisin le voit entrer dans son garage et appelle la police. La police arrive donc immédiatement sur les lieux et Terry est arrêté sur le champ. Le périple macabre de Terry Blair allait s'arrêter là. Lors de son interrogatoire, Terry Blair va nier reconnaître les victimes et niera avoir passé les appels. Durant cet interrogatoire, son ADN sera aussi prélevé. Quelques heures plus tard, les résultats reviennent et confirment que l'ADN retrouvé sur le corps de Sheila McKenzie était bien celui de Terry Blair. Nier ne servait plus à rien, il était fait. Alors que Terry Blair était en prison et en attente de son procès, une dernière victime sera retrouvée le 20 septembre. Il s'agissait d'une prostituée de Kansas City nommée Nelia Harris, 34 ans. Celle-ci avait été tuée près d'un mois plus tôt. Le 3 décembre 2004, Terry Blair est inculpé de 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Dans un dernier recours et conseillé par ses avocats, Terry Blair écrit une lettre au juge se plaignant de la diffusion de l'émission 48 heures pour un crime. Il accuse cette émission d'être à charge et de ne plus garantir l'équité de son procès. Il demande que le procès soit donc annulé. L'argument de Terry Blair sera retenu par le juge, mais le procès aura bien lieu. Le 13 décembre 2005, Terry Blair plaide non coupable. En mars 2008, les poursuites pour les meurtres de Nelia Harris et Sandra Reed sont abandonnées par faute de preuves. Le procès de Terry Blair s'ouvre le 10 mars 2008. Le 27 mars 2008, Terry Blair est reconnu coupable de 6 meurtres au premier degré. Le 24 avril, Terry Blair est condamné à 6 peines d'emprisonnement à vie. Il purgera sa peine dans la prison de Potosi, dans le Missouri. De nombreuses questions restent en suspens concernant Terry Blair.
La première qui vient à l'esprit est bien entendu son environnement familial. Est-il un tueur né ou a-t-il été conditionné par son environnement toxique? La seconde question concerne son nombre réel de victimes. Au vu de son rythme de meurtre, il se pourrait qu'il y ait encore d'autres victimes cachées. Quoi qu'il en soit, nous ne saurons jamais véritablement le fin mot de l'histoire, puisque Terry Blair vient de décéder quelques jours avant la publication de cette vidéo, le 11 mai 2024. Avant de conclure cette vidéo, je termine comme promis avec un dernier mot sur la famille Blair. Un autre membre de la famille a continué cette tradition criminelle qui est leur marque de fabrique. En 2013, le neveu de Terry Blair, Damon Blair, est condamné à 50 ans de prison pour meurtre au second degré lors d'un braquage. Décidément, ça n'en finira jamais. Voilà, âme innocente, la terrifiante histoire du tueur en série Terry Blair, ou l'histoire d'un homme conditionné par un environnement toxique, devenu meurtrier par tradition. Terry Blair est un tueur en série assez méconnu, malgré ses crimes glaçants. Mais quoi qu'il en soit, il reste une cicatrice ouverte pour la ville de Kansas City, au même titre que Robert Berdella. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.